si ça va s'entendre forcément beaucoup, voilà, pour redessiner le principe. Donc, ici, on a le PC. Il fait du coup une requête PHP. Donc là, après, là, on a un serveur PHP. On peut avoir un autre serveur PHP. Donc du coup, la requête est reçue par les X serveurs PHP qui sont disponibles. Après, du coup, il y a un serveur qui va répondre plus vite, qui va dire au PC, en gros c'est OK, je peux donner. Ensuite, là il y a le serveur DHCP, on va dire 2. Là, il lui dit OK pour moi. Et là, voilà, l'adresse. Et là, du coup, à ce moment-là, le PC a une IP et effectivement, lui connaîtra l'adresse MAC liée à l'IP et il y aura du coup un byte qui sera effectué. Voilà. Là, c'était ce schéma-là que je demandais d'expliquer. On peut vous d'expliquer un peu du coup comment se passent du coup les échanges entre le PC et le serveur lors de la demande du DHCP. Vous êtes bien d'accord que ce schéma-là, on l'avait vu déjà. Et donc du coup, effectivement, c'est pas le serveur ne renvoie pas directement l'adresse en vérifiant, parce que la requête est générale, donc il peut y avoir plusieurs serveurs qui vont répondre. C'est pour ça que par exemple, des fois vous pouvez avoir l'adresse qui va sur votre PC, là vous pouvez avoir l'adresse qui va être en 192, vous pouvez avoir l'adresse qui est en 172, parce qu'on a deux serveurs DHCP qui tournent sur le réseau. On a celui de la box qui est en 192 et on a celui du PSN que j'ai rajouté qui est en 172.16. Et donc après, bah, c'est le plus rapide qui va dire à la machine, ok, moi je peux donner. Et donc du coup, après la machine elle dit, elle acquiesce réception de l'information. Donc du coup, c'est pour ça, et c'est pour ça que par exemple, quand vous voulez tester votre serveur d'HCP, comme vous l'avez mis en place tout à l'heure, il faut bien penser à couper celui qui est dans VMware, par exemple. Parce que sinon, en général, c'est celui de VMware qui va répondre en premier. Il va être plus rapide, il aura tendance en général beaucoup plus rapide à répondre que votre DHCP que vous avez fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois si vous avez plusieurs serveurs DHCP. Dans mon cas, on n'a pas un serveur DHCP, Ouais. Donc en général, ça veut dire que s'il a une réponse en API pas, c'est que le serveur n'est pas accessible. Ah, ça c'est attribué automatiquement par le PC. Oui, c'est le PC qui a fait la demande et qui a pas reçu de bonne configuration qui génère automatiquement. C'est pour ça qu'on appelle ça l'adresse privée automatique. Donc c'est automatiquement généré par la carte réseau. Sur tous les PC. Après, si effectivement, tu n'as pas besoin de sortir du réseau
et que tous tes ordinateurs sont en API-PAR, ils pourront communiquer entre eux. Parce qu'ils seront sur le même réseau quand même. Mais tu ne pourras pas l'utiliser pour aller ailleurs, puisque tu n'auras pas de passerelle. Mais et si tu crées une passerelle dans le réseau de l'API-PAR, je ne suis pas forcément sûr que ça marche. À tester, mais normalement, c'est pas le cas. Normalement, tu n'es pas censé le faire. Peut-être que ça marche, mais normalement, tu n'es pas censé utiliser pour aller vers l'extérieur un réseau en API-PAR. Il risque d'y avoir à un moment, je pense, un souci. Mais effectivement, les adresses API-PAR sont données automatiquement par le PC. Voilà, ça c'était un premier petit rappel du coup sur les principes de fonctionnement. J'essaie de vous en remettre un pas mal, parce que je n'avais pas trop mis de schéma dessus. J'essaierai de vous en remettre un en plus. Ok, alors, donc, suivant, principe un peu des étapes de fonctionnement du DNS. On va laisser quand même. Ayoub, du coup. Ah, je vous écoute. Non, c'est à toi que je pose la question. Deux. Le principe de fonctionnement des échanges DNS, comment ça se passe quand on fait une requête DNS? Un PC dans un réseau fait une requête DNS. Qu'est-ce qui se passe? Il va utiliser du coup domain name service. Je ne me trompe pas. Du coup, il va le faire. Attends. Vas-y, excuse-moi, reprends. Du coup, le DNS domain name service va permettre de répondre aux requêtes de nom. Ouais. Donc il va pouvoir résoudre les requêtes de nom et les transformer en adresse IP afin qu'on puisse se connecter dessus. D'accord. Mais ça, c'est le principe effectivement du DS. Mais un peu plus dans la technique des échanges, plutôt, ou dans les ordres, où il vérifie. Ouais, j'ai plus le détail, mais normalement, il lui envoie directement le nom ou l'adresse IP. DNS, il check. Mais j'ai plus le détail des paquets. Pas forcément le détail du paquet, mais c'est d'abord déjà de dire, par exemple, allô, vous écoutez? Du coup, dans la première chose qu'il fait, avant même de vérifier le DNS lui-même, il va vérifier le fichier host pour vérifier si l'information n'est pas déjà contenue dans ce fichier-là. Ouais, s'il l'a pas déjà en cache. Oui, ça c'est la première étape. C'est même pas du cache. Le fichier host, c'est un fichier que tu as rempli toi-même. Le cache, c'est un élément qui se remplit automatiquement. Là, c'est vraiment un fichier qui a été rempli soit via un programme ou soit nous-mêmes directement. Donc, il y aurait l'information déjà. Après, effectivement, il va vérifier le DNS, le premier DNS qui lui est donné. Donc, souvent, dans un réseau, on met un DNS sur un serveur, par exemple. On fait un serveur DNS pour local, pour notamment traiter, par exemple, si on a des GLPI, des PyHole ou d'autres services web, du coup, pour les traiter en interne. Ça sert à rien de faire passer sur un DNS qui soit à l'extérieur. Surtout que du coup, on peut mettre notre propre nom de domaine tant qu'il ne rentre pas en conflit avec un nom de domaine qui pourrait être existant sur Internet. Ensuite, du coup, il va chercher le deuxième DNS. En général, ça va être la passerelle. Donc ici, le fichier host. Deuxième, le DNS 1 égale souvent DNS local sur serveur. Ensuite,
DNS2 qui est la passerelle. Donc la passerelle, souvent, elle connaît déjà pas mal d'éléments. Si elle ne connaît pas, donc soit elle connaît, à ce moment-là, elle renvoie au PC qui a fait la demande. Si elle ne connaît pas, elle va chercher un DNS externe. Et si vraiment ce DNS externe pour une autre, il connaît pas non plus, il va ensuite voir le DNS racine pour ensuite il va lui indiquer normalement le DNS du domaine. Et après, éventuellement, le DNS, s'il y a un sous-domaine, il va l'interroger. Donc là, normalement, quand on est arrivé là, sauf si l'adresse n'existe vraiment pas du tout sur Internet, normalement, on est censé avoir trouvé. Donc la 8e étape, ça renvoie au PC l'adresse. C'est ça un peu dans les ordres. Après, effectivement, en général, souvent, ça, sur les sites courants et tout, ça s'adresse au DNS externe qui connaît déjà les DNS de Google, les 4x1 et tout, ils connaissent déjà pas mal d'éléments. Mais si jamais c'est un élément qui a été créé récemment ou qui n'est pas encore rentré dans leur base à jour, du coup, il se peut même eux ne les connaissent pas. Et du coup, que ça aille dans les autres DNS pour essayer de trouver. Parce que par exemple, quand on s'enregistre dans un nom de domaine et tout, des fois, ça peut prendre 24 à 48 heures avant que tous les DNS et tout le reconnaissent bien. La racine, par contre, le saura plus rapidement, mais les DNS externes, le temps qu'ils mettent à jour toutes leurs données et tout, des fois, ça peut prendre 24 à 48 heures. C'est ce qu'ils vous disent quand vous enregistrez un nom de domaine. Des fois, ça peut prendre 24 à 48 heures avant que le domaine soit bien forcément reconnu directement sur Internet. Donc voilà, c'était pour faire un petit rappel aussi sur les principes d'organisation et d'échange quand on fait le questionnement du DNS. Effectivement, je pense que le principe même du DNS de transformer du coup les adresses de nom en adresse IP pour qu'après il fasse l'échange entre les ordis, ça normalement c'est compris. Mais c'était pour rafraîchir un petit peu plus les détails. Donc ça normalement j'ai déjà un schéma qui est dedans dans la documentation sur le DNS. Ça, je suis pratique. Normalement je suis presque sûr qu'il y a celui. Celui du DHCP, je suis presque sûr que je n'en ai pas encore mis, mais dans le DNS normalement il y a déjà celui. Et un autre petit dernier truc pour la route. Après, je vous laisse tranquille parce que j'ai un petit truc à finir derrière. Ça va être le principe du NAT et un petit schéma de fonctionnement. Daniel? Je sais pas si je vois que le micro est coupé, donc c'est pour ça que j'ai mis le texte.
sera ça lundi. C'est pas le point là. Je vais mettre dans la classe, mais il faut quand même mettre le vocal. Ok, bon, quelqu'un veut prendre la parole dessus? Ouais. C'est ça, mais après exactement plus précisément. Effectivement, ça va servir au moment de la bascule entre le réseau public. Ça, c'est pas le principe du NAT. Ça, c'est le proxy. C'est le proxy qui va camoufler ton adresse publique par ton adresse privée, en fait, au niveau de l'identification. Non, c'est pas dans ce cas-là que c'est utilisé le NAT. Oui, vas-y. Moi, je pense qu'il récupère l'adresse réseau fournie par le routeur, l'adresse via le serveur physique. Il utilise l'adresse réseau. Laquelle d'adresse? Non, je regarde pas, c'est l'adresse externe. Ouais. Attends. Vas-y. Donc ça exactement, c'est le routeur qui permet de faire ça. Le NAT, en fait, du coup, il va utiliser ça effectivement. Il va connecter deux réseaux, mais ça a une fonction un peu plus précise. Menu de redirection, c'est ça que tu as dit? Oui, en fait, il va effectivement rediriger vers un élément du réseau interne. C'est ça, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Vas-y. Mais le NAT, c'est pas la translation d'adresse? Si. C'est juste le changement d'adresse. Tiens, si tu en as là-bas, sinon, ouais. Oui, effectivement, c'est la translation d'adresse, mais son but. Ouais. À travers, et tout le monde, tu as vu tout ce qui est les appareils connectés utilisent la même adresse. Ouais, je suis pas certain de ce que tu veux dire. Enfin, ça peut marcher dans tous les sens, mais c'est plutôt en général la publique qu'on va rediriger. On va voir ce qui va nous dessiner. C'est pour ça que ça fait petit rappel. On t'a demandé le but, c'est ça, Stan? Le but, l'explication, un peu comment ça se passe. Donc là, il y a Elias qui est en train de faire un petit schéma au tableau. On va voir ce que... Là, est-ce que là, tu me définis pas plutôt le routage? Oui, c'est vrai. Il y a le routage. En gros, c'est pour comme on l'avait fait sur la box, pour la redirection. C'est bien ça, effectivement. Oui, on l'avait fait dans ce cas-là. Et en gros, par exemple, on va dire que cet ordinateur-là, mais fais plus simple, enlève un de tes routeurs et dis que l'autre ordinateur le connecte via Internet. Ça sera plus...
Tu laisses une des adresses publiques comme tu as mis là. Donc il y a l'ordinateur qui est sur un réseau public là, qui est connecté à Internet et qui essaie d'accéder effectivement au 20 pour Nice. Donc en gros, je crois que c'était ça. Par exemple, son port ADP, on sait qu'il a changé, il l'a mis en. Non, même pas. Tu veux changer ou pas changer Ouais, par exemple, il l'a mis en 3, enfin, il l'a pas changé. Ouais. 389. En gros, il faut qu'il connaisse la page, enfin, en gros, il faut qu'il connaisse l'adresse de son routeur, de son adresse réseau externe. Ouais, c'est ça, l'adresse publique. Ouais, voilà, l'adresse publique. Par exemple, cet ordinateur-là, il doit connaître l'adresse publique de ce réseau-là et il doit le mettre avec le port. C'est ça. Pour qu'il puisse se connecter en NAT. Ouais. Le NAT, effectivement, la majorité des cas où on va s'en servir pour rediriger des ports. C'est-à-dire d'un réseau vers un autre. Parce que si votre machine, effectivement, vous voulez vous connecter chez vous en RDP, elle va être avec une adresse privée sur votre propre réseau. Si maintenant, du coup, vous voulez y accéder à distance, il va bien falloir que vous pouvez pas de l'extérieur accéder directement à l'adresse privée. C'est pour ça que justement, il y a des classes d'adresse privée et publique. Du coup, ce que vous allez interroger l'adresse publique, puisque c'est la seule que vous allez voir directement par rapport à votre réseau. Mais si vous ne faites rien, si vous tapez juste l'adresse privée, ça va arriver à la box, mais la box après, si on lui dit pas, elle sait pas où aller. D'accord. Si vous arrivez par exemple dans un hôtel, il y a 1000 chambres, on vous donne une clé, il n'y a pas d'indication dessus. Vous n'allez pas tester les 1000 portes une par une jusqu'à trouver la bonne. Du coup là c'est pareil. En fait, quand on arrive à la box, dans la box on aura dit si la demande arrive par le 3389, par le port 3389, la box va envoyer l'information directement à la machine sur 92 68 20.10. C'est ça le principe du NAT, c'est de rediriger des ports, voire des IP complètes dans certains cas, vers une machine en particulier. Mais en général, c'est plutôt les ports que vous allez rediriger. Et pourquoi je voulais effectivement revenir sur un petit peu ces points-là, parce que déjà DNS, DHCP, ça peut toujours tomber sur des questions pas forcément en théorique sur le principe de fonctionnement, mais par le jury, s'ils sont un peu techniques, qui veulent titiller. Mais par contre, le NAT, on va s'en servir, normalement c'est en fin de semaine prochaine, que j'ai mis les conteneurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler de conteneurs ou de Docker, si vous avez fait un petit peu de recherche. Et de toute façon, si vous ne l'avez pas fait, je les expliquerai, vous pouvez toujours chercher en attendant. C'est en fait, ça revient un peu les conteneurs au principe des conteneurs qu'on avait vus sous Proxmox. Les mini distributions Linux qu'on installait directement sous Proxmox, qui étaient très légères et qui pouvaient héberger rapidement des services. Et donc le conteneur ou les Docker via le Docker, ça va être le même principe, sauf que lui, à l'intérieur d'un PC, il va créer son propre réseau. Les Docker auront leurs propres adresses IP qui seront sur leur propre réseau. Et en fait, du coup, pour que ça fonctionne avec votre machine qui sera sur un autre réseau, quand on va installer et qu'on va lancer les différents conteneurs, on va leur attribuer un port, mais du coup, on va faire la relation entre le port de votre machine physique et le port de l'autre réseau. Donc, de la même chose que l'équivalent de l'adresse privée, de passer de l'adresse publique à l'adresse privée. Sauf que là, ça se fera à l'intérieur même de l'ordinateur. Mais le principe du NAT, c'est un principe qui va être utilisé quand on va mettre en place les conteneurs. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais faire déjà un petit rafraîchissement là-dessus. Oui.
s'arrêter là pour l'instant, pour aujourd'hui.